notre 13e leçon est concentrée plus sur la théorie systémique pour que vous puissiez bien comprendre la thérapie qui va suivre. Parce qu'après, nous allons passer dans une leçon pratique de la thérapie systémique. La théorie systémique. Cette théorie est utilisée dans plusieurs domaines et particulièrement efficace dans les champs des relations sociales, les systèmes familiaux, les systèmes associatifs, les systèmes locaux d'échange, etc. et même les systèmes internationaux, les systèmes économiques. Tout est système. Nous sommes dans des systèmes. Voici quelques informations élémentaires pour comprendre la construction de cette théorie et dans quel champ disciplinaire elle a connu ses premières élaborations. Nous savons que le philosophe même antique avait préconisé cette théorie systémique d'ailleurs. La théorie thermodynamique repose sur le principe connu de Lavoisier, la théorie thermodynamique. Selon Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est une théorie systémique. Dans le système universel, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Carnot Sadi va dire et va montrer que ces transformations, par exemple liquide, vapeur, consomment de l'énergie empruntée à l'environnement de la machine à vapeur. Et en 1950, Clausius a établi que lorsqu'il y a changement, il y a création de désordre appelé entropie dans les systèmes. Wiener Norbert, en 1948, lui va montrer comment on pouvait gouverner cybernétique, la cybernétique là de gouvernement, comment on pouvait gouverner ces variations dans l'univers et la société, comment on pouvait le gouverner et le maîtriser. Le contrôle de changement par un thermostat suppose de maîtriser par ailleurs les informations sur l'état du système, température et les interactions entre les systèmes et son environnement, soit en renforçant, soit en limitant les échanges. C'est la régulation. La cybernétique est l'étude des régulations intrasystémiques. Dans un système, il faut des régulateurs pour réguler la température à l'intérieur du système. Eh bien, vous allez voir comment ça s'applique à nos relations avec le monde, puis entre nous. Un système, c'est un objet d'étude. On peut étudier le système de votre famille, le système de votre société, et votre système politique. Ce sont des objets d'étude. Et on considère des éléments qui font les systèmes distinctement des autres éléments qui font leur environnement. Il y a ceux qui font le système familial, puis il y a l'environnement dans lequel on vit. La démarche systémique consiste toujours à isoler un certain nombre d'éléments N en privilégiant certains types de relations qui vont conférer à ces systèmes une relative autonomie par rapport à un ensemble d'éléments plus vastes. Prenons une ethnie ou un groupe tribal. C'est un système. Mais ce système est en relation avec un ensemble plus vaste, par exemple la nation ou la province, etc. Le système est un complexe d'éléments en interaction, biologique comme en physique d'ailleurs. Ces éléments interagissent, c'est-à-dire qu'un message constitue un stimulus et sa réponse à son tour stimule l'émetteur du message. Il y a un feedback, une rétroaction à l'intérieur du système. C'est dans la mesure où il y a rétroaction que l'on parle vraiment d'éléments qui font un système. Il y a une action, une rétroaction, un feedback. Il y a des relations entre les éléments d'un système. Relations entre système et environnement. Il existe deux possibilités de relations entre système et environnement du système. Il y a des systèmes qui sont fermés à l'environnement. Il y a des tribus qui sont fermées. On a découvert une tribu qui était fermée en Inde, qui n'a jamais eu de contact avec d'autres tribus, presque pas. Alors, les systèmes fermés, lorsqu'il n'existe pas de relation avec l'environnement, mais seulement des relations intrasystémiques. Et ça, c'est très rare.
Mais il y a des gens qui ont cette illusion de s'enfermer dans leur système et de ne pas sortir de leur système. Alors, il y a des systèmes qui sont ouverts, par contre, lorsqu'il existe des relations extra-systémiques et intra-systémiques. Et moi, je considère le système occidental à la fois ouvert et fermé. Ouvert pour aller chercher ce que les autres ont, fermé quand les autres viennent chercher ce qu'ils ont. Vous voyez? Alors, on ne peut pas dire seulement des systèmes fermés puis des systèmes ouverts. Mais moi, je parle des systèmes à la fois ouverts et fermés. Vous voyez? Et ces systèmes sont souvent très dangereux. Parce qu'ils vont aller chercher chez d'autres, il y a des gens comme ça, il y a des tribus comme ça, ils vont aller chercher les postes des autres, ils vont aller chercher dans d'autres provinces le travail, mais quand ils rentrent dans leur province, ils refusent aux autres, gens des autres provinces, de prendre leur travail. À ce moment-là, vous êtes un système ouvert pour vous-même et fermé pour vous-même, pour vos propres intérêts. Et c'est un système très dangereux, il est à la fois fermé et ouvert. Alors, donc, moi j'ajoute à ce que les auteurs occidentaux disent qu'il y a des systèmes fermés et des systèmes ouverts, et des systèmes semi-ouverts et semi-fermés. Alors, un système fermé, c'est un système pour lequel il n'existe pas de relation avec l'environnement, mais seulement des relations intrasystémiques. Et celui-là est appelé à mourir. C'est un peu comme la mer morte qui reçoit les eaux des autres et qui ne donne rien, et est morte. Système ouvert, lorsqu'il existe des relations extrasystémiques et intrasystémiques. Alors, un système ne peut pas vivre sans des relations intra- et extrasystémiques. Les interactions. Wallisey a décrit 3 types d'interactions entre le système et son environnement, ce qui permet de mesurer le degré de dépendance du système. Chaque système est influencé parce qu'il est en contact avec son environnement. Vous voyez? Comme même notre système corporel est en contact avec son environnement, la température, les sociales, etc. Nous sommes en contact avec l'environnement. Et entre les sous-systèmes eux-mêmes, au sein du système, dans notre corps, le système de circulation sanguine est en contact avec les autres systèmes. La même chose dans l'intérieur d'un système, les individus qui constituent ce système sont en contact les uns avec les autres, ce qui permet de mesurer les degrés de cohérence du système. Et entre états du système dans le temps, ce qui permet de mesurer le degré de permanence du système. Quand des systèmes durent, comme le système tribal en Afrique, le système ethnique en Afrique, qui dure jusqu'à présent. Et ce que l'auteur Wallisey n'a pas dit ici, entre les différents systèmes, c'est pour moi ce qui nous permet de mesurer la force ou la faiblesse d'un système. C'est que quand ce système entre en relation avec les autres systèmes, il peut survivre, s'enrichir, devenir plus fort, ou alors mourir, ou connaître des crises profondes à l'intérieur de lui-même. Un système peut connaître plusieurs états. Un système peut être statique avec un seul état. Un système peut être dynamique avec plusieurs états successifs. Un système peut être homéostatique avec un seul état dans un environnement dynamique. Vous voyez? Un système homéostatique, c'est un système qui est dans un environnement dynamique, mais qui reste dans un seul état. Les systèmes humains tendent à être homéostatiques. Ils conservent leur état dans un environnement changeant, en s'adaptant, en revenant à l'état antérieur, en équilibrant les interactions par va-et-vient, par oscillation. Cet équilibre homéostatique peut être rompu lorsqu'un élément interne ou externe a une action forte sur le système et le déséquilibre. C'est ce qui se passe souvent quand il y a des révolutions à l'intérieur du système. Les systèmes entreront alors en crise. Il est dérégulé. Et je peux dire que depuis l'époque de l'esclavagisme, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Afrique, notre système, que ce soit le système de nos royaumes, ce qu'on appelait faussement des ethnies, ce n'était pas des ethnies, c'était des royaumes. Le royaume Congo, le royaume Luba, le royaume Sénoufo, etc. Ce système a été dérégularisé.
déréglé. Et maintenant, on est dans des systèmes dérégulés. Et nous devons tout faire pour apprendre à nos enfants que nous n'appartenons pas des tribus, mais des royaumes. Nous venons de royaumes. Notre royaume n'est pas différent du royaume de Belgique ou du royaume de la Grande-Bretagne. C'est des royaumes. Et la preuve en est qu'il y a certains royaumes qui sont encore là, comme c'est le Lesotho, le Lesotho. Nous avons besoin de revenir à ces royaumes pour construire des entités fédérales solides. Et ça, c'était une autre chose. Et une des choses que nous vivons, c'est la culturation par rapport à nos anciens royaumes et le tribalisme à outrance. Les systèmes donc entrent en crise, un changement s'impose pour que le système perdure. La solution ne passe pas forcément par le changement de l'élément perturbateur, mais par le changement des interactions comme dans les thérapies familiales. Un peu comme à l'indépendance, imaginez-vous, si tous les chefs de chaque clan s'étaient réunis pour fonder, n'est-ce pas, une administration beaucoup plus moderne à l'intérieur des tribus, puis tous les chefs de tribus se réunissent pour fonder une entité administrative nouvelle à l'intérieur des ethnies, puis tous les chefs ethniques se réunissent comme des rois d'ethnie, de royaumes ethniques pour fonder une entité fédérale. On aurait pu sauver beaucoup de temps, on a perdu du temps et de l'argent et des énergies, des vies même, à cause de ce manque de système fédéral. Les gens se sont dit on va faire un État moderne unitaire, et puis cet État n'a jamais eu lieu, c'est une illusion. Et les gens sont malades, parce qu'ils ont un pays mais qui n'existait pas, j'ai un pays mais qui n'existait pas, voyez-vous, parce que ça ne fonctionne pas, et dysfonctionnel. Et un pays dysfonctionnel peut produire beaucoup de malades mentaux. Hein. Le terme de régulation est employé aujourd'hui de manière générale pour dire qu'il y a des règles. Le concept de régulation est bien plus riche puisqu'il y a des processus de mise en œuvre de ces règles qui doivent répondre à un maximum de situations envisageables. Il y avait des règles dans l'intérêt de nos royaumes que les Occidentaux sont venus démolir pour imposer leurs règles. Et maintenant, on retrouve chez eux que leur société même est en crise. Le concept de régulation, dans son acception la plus large, renferme au minimum 3 idées. Celle d'interaction entre les éléments stables, celle de critères ou de repères, et celle de comparateurs. Hein. Là où il y a régulation, il y a interaction, il y a des critères ou des repères, de référence, il y a des comparateurs. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de critères de référence dans nos sociétés, même ici. Vous voyez, quand quelqu'un peut se réveiller du jour au lendemain puis dire je ne suis pas un homme, je suis une femme. Je dois choisir moi-même mon sexe. Ça devient difficile, hein? Assez compliqué. La régulation, c'est l'ajustement conformément à quelques règles ou normes d'une pluralité du mouvement ou d'actes et de leurs effets ou produits que leur diversité ou leur succession rend d'abord étrangers les uns les autres. Un thermostat qui a reçu les consignes de conserver le système à une température N aura une flexibilité avec un déclenchement à N1, N plus 1 ou N-1. Si la régulation est faite à N plus 5, la température restera inférieure à la consigne très longtemps, trop longtemps même. Dans les systèmes sociaux, les seuils sont établis de manière plus ou moins large et donnent une marge plus ou moins large d'autonomie des éléments et l'efficacité de l'ensemble selon les situations et les objectifs. Il y a 3 principes qu'il faut prendre en considération dans les systèmes, ce que nous appelons les principes systémiques. Premier principe, la totalité. Un système n'est pas la somme des éléments, c'est une totalité. Il constitue un tout. Vous voyez, comme les systèmes sociaux, vous voyez, les systèmes familiales, c'est un tout. Père, mère, fille, fils et tout ça, oncle, neveu, tout ça, hein, ça forme un tout.
Un système, donc, c'est une totalité. Un système, c'est une circularité. Il n'est pas possible d'identifier un effet direct à une cause stimulante, car il y a des effets en retour, des rétroactions. Il y a des facteurs facilitant un effet. Vous voyez, comme à l'intérieur de notre système, les aînés qui supportent les jeunes, puis les jeunes vont supporter les aînés. Vous voyez, il y a une circularité de l'aide. Le principe d'équifinalité ou d'équifinalité, dans le système ouvert, les conséquences d'un changement dépendent autant du processus mis en œuvre et des caractéristiques propres au système que de causes initiales de changement. Il y a une capacité de réaction à prendre en compte, une réactivité. Les changements dus à la même cause, perte de son emploi, ne seront pas le même dans un système humain motivé ou déprimé, comme perte de sa santé. Quelqu'un perd sa santé, qu'est-ce que cela donne dans la famille? Pouf, il y a des sorciers. Vous voyez, il y a un problème qui surgit, problème de sorcellerie. Application. La systémique sur le plan social. Un système social est un objet d'étude. C'est ce qu'on appelle l'analyse objective, la systémique objective. Eh bien, un système social est un objet d'étude. C'est un objet actif, il n'est pas inerte, structuré. Donc vous avez la systémique objective, la systémique active ou dynamique et la systémique structurale. Vous voyez, ce sont tous des approches. On peut étudier les systèmes comme un objet. On peut étudier la dynamique d'un système, parce que le système est toujours dynamique. On peut étudier aussi la structure des systèmes. On peut étudier aussi l'évolution dans l'environnement. Dans son environnement, on peut étudier l'évolution des systèmes par rapport à ses finalités, par rapport à sa dynamique, par rapport à son activité, par rapport à ses objets, comment les systèmes évoluent. On peut considérer comme système social la famille, l'école, la rue, le quartier, une association, une entreprise, l'église. C'est un système, vous voyez, l'église de combat spirituel, les CZ, l'église de réveil, etc., sont des systèmes. Et ces systèmes sont des objets qu'on peut étudier, sont des objets dynamiques, sont des objets structurés, sont des objets qui évoluent. Il peut y avoir aussi des révolutions dans ces systèmes, des divisions, etc., qui engendrent d'autres systèmes. Personne Talcott, plutôt Parsons Talcott, qui a vécu de 1902 à 1919, il parle de comment les systèmes sociaux fonctionnent et qu'est-ce qu'on peut distinguer dans un système. Selon Parsons Talcott, on peut distinguer dans un système les valeurs qui orientent l'action, les finalités. Quelles sont les valeurs d'un système? Comme la solidarité, vivre ensemble, la bissoïté, les finalités. Les normes qui sont des modèles de comportement, de principes d'action. Comment se comporter dans un système. Les collectivités qui institutionnalisent les valeurs. Entreprise, école, famille, État, justice. Il y avait le système de MPR, le mouvement populaire de révolution, qui est devenu un parti unique, un parti d'État. Et tout le monde doit être du MPR. Voilà, ça c'est le principe du système. Tata Bomoko, Maman Bomoko, Nation Bomoko, Pays Bomoko, etc. Le rôle des acteurs dans cette collectivité sont aussi à définir. Quel est le rôle des acteurs? Alors donc pour Parsons, un système a des valeurs, a des normes. Et ce sont des collectivités qui institutionnalisent les valeurs de l'école ici, les valeurs de famille, les valeurs d'État, ce sont les collectivités qui les institutionnalisent, et le rôle des acteurs dans les collectivités. Lemoigne, Jean-Louis Lemoigne, lui,
il va introduire ce que l'on appelle la modélisation des systèmes complexes. Et lui, il dit, ce système, même si c'est complexe, mais c'est identifiable. On peut identifier, par exemple, le système ethnique, tribal, clanique en Afrique. On peut identifier ici aussi les systèmes politiques. Ici, c'est très politisé. Les gens sont soit libéraux, soit conservateurs, etc. Et ils ont des valeurs, là. Des valeurs. Par exemple, les conservateurs défendent la vie, puis ils sont contre l'avortement, c'est très clair. Les libéraux vont aller défendre l'avortement, etc. Ce sont des valeurs. Et pendant les élections, les gens tiennent compte de ces valeurs. Tiennent compte de ces valeurs. La taille du gouvernement, il y a les libéraux qui ont la tendance d'avoir une grande taille de gouvernement. Les conservateurs aiment un gouvernement plus petit, de petite taille. Eh bien, dans le vote, ces valeurs vont jouer. On peut identifier un système par ces valeurs. On peut aussi identifier un système par son dynamisme, son activité. Un système est actif. Un système est régulé. Vous voyez, il y a des interactions dans ce système, mais ces interactions sont régulées, à la fois stables et changeantes, avec une régulation interne. Un système s'informe sur les changements de ses états propres en interne. S'informe. Un système décide de son activité en traitant l'information, en prenant une décision, en organisant l'opération. Un système mémorise ses changements, mémorise aussi ses routines, etc. Un système coordonne des décisions d'opération. Un système imagine l'avenir. Un système s'auto-finalise en gérant ses projets selon les finalités qu'il se donne. Un système humain, social, puisqu'il est ouvert à la société individuelle ou groupale, et de niveau 9, c'est-à-dire s'auto-finalise, car il est identifiable, actif, régulé, s'informe, décide, mémorise, coordonne, imagine, se finalise. Vous aurez ce petit syllabus de ce cours parce que j'aimerais que vous puissiez le lire vous-même. Alors, le fonction niveau 4, le niveau 4, c'est le niveau de s'informer. À 9, peuvent être considérés comme autant de sous-systèmes. Les systèmes doivent avoir des systèmes d'information, sous-systèmes d'information, sous-systèmes de décision, c'est comme l'exécutif, sous-systèmes de mémorisation et d'archives, n'est-ce pas, sous-systèmes de coordination, sous-systèmes d'invention, de créativité, d'innovation, et alors on va s'auto-finaliser, on va se diriger vers le but. Donc les systèmes fonctionnent comme ça, et chaque personne, il fonctionne comme ça aussi. Chaque personne fonctionne comme ça. Il a une identité, elle est active, elle est régulière, elle s'informe, elle décide de son activité, elle mémorise les changements et les choses à faire, elle coordonne ses décisions, elle imagine, elle innove, elle s'autofinalise. Chaque personne. Et le problème va se poser à chaque niveau. La thérapie familiale, maintenant c'est là qu'on atterrit, bien aimé, la thérapie familiale applique la théorie systématique qui se trouve d'ailleurs à la base de cette thérapie. Donc voici quelques principes. Les éléments de la famille considérés comme un système, éléments qui font donc système, son père, sont le père, la mère, les enfants, on ajoute les oncles, les neveux, vous comprenez comment nos familles sont organisées, les grands-pères. Il existe des interactions entre le père, la mère, les enfants, entre chacun des enfants et ses frères, etc., entre les oncles et le neveu. Il y a des interactions à l'intérieur du système familial. Et ce sont ces interactions qu'on étudie lorsqu'il y a des problèmes d'un individu. L'exemple souvent utilisé est celui d'un enfant qui a un déficit visuel et de voir en quoi cet élément va. Alors, tout cela va affecter toute la famille, modifier les interactions intrafamiliales. L'enfant se rapproche de sa mère avec ses comportements de surprotection ou de rejet de la mère vis-à-vis de lui, avec des stimulations de l'enfant par sa mère sur d'autres sens. Le père se trouve exclu de la relation enfant-mère dans ce cas-là, avec une représentation de son enfant réduite à sa déficience visuelle. L'enfant qui a une déficience a tendance de s'accrocher à la mère. En même temps, a tendance aussi à se révolter contre la mère. Le père et la mère se séparent.
Et ils s'entendent plus à cause, ils ne s'entendent plus à cause, par exemple, de l'enfant qui est aveugle. Je connais l'histoire ancienne, je ne veux pas citer la personne. Un père et une mère ont conçu, puis l'enfant est décédé. Puis le père a envoyé la femme parce que l'enfant est décédé. Qu'est-ce que cette femme avait à faire avec la mort de l'enfant? Voyez-vous, les réactions sont systémiques. Il faut le voir, c'est dans le système. Peut-être que ce père considérait cette femme comme celui qui a mangé l'enfant. C'est une hypothèse. Alors, si vous modifiez les interactions intrafamiliales, vous allez modifier les relations dans la famille. Mais vous aussi modifiez les réactions extrafamiliales, vous voyez, entre les familles. Eh bien, cela aussi va modifier des réactions entre les familles. La famille est donc identifiée par l'enfant comme une famille avec les enfants, le père, la mère et tout ça. Et la souffrance de l'un peut causer la souffrance des autres. Un enfant qui est renvoyé de l'école, on va blâmer la famille. Son enfant n'est pas intelligent, son enfant, c'est la famille, on va blâmer. Et pourtant, c'est la responsabilité de l'individu, mais ça tombe sur le père et la mère. On va appeler le père et la mère à l'école pour leur expliquer pourquoi leur enfant est renvoyé. La famille est donc considérée comme la famille de cet enfant qui agit mal à l'école, qui travaille mal à l'école. Voilà comment l'approche systémique joue dans la thérapie familiale. Alors, j'étais juste en train de théoriser avec vous. Je vous donnais ces syllabus qui va vous permettre d'aller un peu à fond et vous allez comprendre que ces systèmes de thérapie a des relations avec la communication systémique, définie par Bateson que nous avons vu dans la leçon précédente. Comment il y a la communication qui est systémique à l'intérieur d'une famille. Et d'ailleurs, tout le problème de sorcellerie, comme nous le verrons dans la psychothérapie multidimensionnelle, est un problème ce qui se passe par la communication. Regarde comment on se regarde, la communication verbale et non verbale. On va voir ça. Toute communication a deux registres. Les contenus sous forme verbale et les contenants sous forme gestuelle, intonation rythmique, analogique. Puis n'oubliez pas, à côté de la communication verbale, gestuelle, intonation rythmique, il y a la communication non verbale. Et aussi, il y a la métacommunication qui s'intéresse plus précisément à la communication analogique. Et c'est très important d'étudier tout ça. La communication peut être paradoxale. Il existe 3 paradoxes possibles dans la communication. Il y a le paradoxe logique qui consiste à affirmer en même temps 2 informations contraires. Or, on ne peut pas affirmer une chose et son contraire. On appelle ça le paradoxe logique. Il y a le paradoxe de la signification qui consiste à nier l'information tout en la disant. J'affirme que je suis menteur. Qu'est-ce qui me dit que j'affirme que je suis menteur n'est pas un autre mensonge? Ceci n'est pas une pipe. Écrit sous le dessin d'une pipe par Magritte. Vous voyez? Alors, c'est difficile dans le niveau au niveau du paradoxe de signification. Il est difficile de savoir si la personne dit vrai ou dit de mensonge. Le paradoxe pragmatique qui consiste à mettre une contradiction entre la parole et l'action avec 2 formes possibles. L'injonction paradoxale, par exemple, qui enchaîne le sujet. Bind signifie chaîner, car elle lie 2 informations en effet opposées, soit spontanées, encourager l'autre à l'initiative et à l'autonomie, et lui donner un ordre qui le soumet, soit spontané. Comment? Soit spontané, tu le commandes. Un geste de parent auquel le parent attache une signification d'amour et l'enfant et une signification de haine à la fois. Fais ceci, mais en même temps, vous tapez l'enfant. J'aime que tu fasses ça, je t'aime. Oh, tu donnes une tape. Alors, il faut éviter les paradoxes. Et parfois, on va utiliser des thérapies paradoxales, comme nous le verrons d'ailleurs. C'est Watzlawick qui tire cette théorisation, une thérapie possible des dysfonctionnements relationnels que l'on peut résumer ainsi.
comme il n'est pas possible de prescrire le changement, il ne cherche pas à convaincre l'autre de changer, mais au contraire l'encourage à poursuivre, prescrit les symptômes. Voilà le double paradoxe. La personne fume, puis dit, continue à fumer, mais tu vas mourir. C'est paradoxal. Et la personne, si elle est sage, va comprendre cette injonction paradoxale comme étant un défi d'ailleurs d'arrêter de fumer. Les systèmes est très important en approche systémique parce que ça nous permet de savoir comment la personne est affectée dans le système, par le système, et quel est le rôle de la personne à l'intérieur du système. C'est important donc de tenir compte de cette approche systémique et nous verrons dans la leçon 14 comment appliquer maintenant toute cette théorie au niveau de la pratique. Ça sera moins abstrait et beaucoup plus concret.